Les perles de l'éthique de Spinoza. Je vous présente ici un florilège de phrases ou de fragments qu'on trouve dans Éthica de Spinoza. Spinoza est un philosophe du XVIIe siècle, 1632-1677. Éthica est son œuvre majeure. Elle a été composée en latin. Natura finem nullum sibi praefixum habet. La nature n'a aucune fin qui lui soit fixée d'avance. Appendix primae partis, appendice de la première partie. Sibi praefixum, littéralement à elle fixée avant. L'éthique est divisée en 5 parties, in quinque partes distincta. La première partie se termine par un appendice, c'est-à-dire une sorte de glose, de grande scolie, une explication libre sur ce qui a été démontré durant tout ce début, car l'éthique est démontrée selon l'ordre géométrique. Ordine geometrico demonstrata. Et Spinoza alterne entre les moments de démonstration pure et les explications libres le plus souvent appelées scolies. Mais il a intitulé Appendix cette grande scolie de la fin de la première partie. Donc la nature n'a aucune finalité. On trouve par la suite une idée approchante dans ce même appendice. Omnes causae finales, ni il nisi humana sunt figmenta. Toutes les causes finales ne sont que fictions humaines. Appendice de la première partie, appendix primae partis. Cette formule est à peu près la même que la précédente exprimée autrement. La nature n'a pas de fin, il n'y a pas de cause finale. Si Deus propter finem agit, aliquid necessario appetit quo caret. Si Dieu agit en vue d'une fin, c'est donc qu'il recherche quelque chose qui lui manque. Appendice de la première partie, appendix primae partis. On retrouve donc cette même idée dans ce même appendice, si ce n'est qu'au lieu de dire la nature, natura, Spinoza dit Dieu, Deus. C'est la thèse centrale de son éthique, qui apparaît ici de façon sous-entendue, à savoir que Dieu, c'est la nature. La nature n'a aucune finalité, elle ne recherche rien, et Dieu n'a aucune finalité, il ne recherche rien. Quasi ordo aliquid in natura, praeter respectum ad nostram imaginationem esset. Comme si l'ordre était quelque chose dans la nature, en dehors du rapport à notre imagination. Appendice de la première partie, appendix primae partis. D'une certaine manière, c'est une reformulation des sentences précédentes. La nature avec un N majuscule est conçue comme un absolu. Tout ce qui pourrait ressembler à un ordre du point de vue des humains ne renverrait qu'à leur manière d'envisager les choses, c'est-à-dire à leur imagination. Nihil in natura fit quod ipsius vitio possit tribui. Rien ne se fait dans la nature qu'on puisse attribuer à un vice de celle-ci. Préface de la troisième partie, Praefatio tertiae partis. Cette maxime rejoint le sens des précédentes. Il n'y a pas de vice dans la nature. Ni cause finale, ni ordre particulier, ni bien ni mal, ni bon ni mauvais, ni vice ni qualité. Autre évidemment que sa qualité d'être, d'exister. Quid corpus possit, nemo ucusque determinavit. Ce que peut le corps, personne jusqu'à présent ne l'a déterminé. Scolie de la proposition 2 de la troisième partie. Scolium secundae propositionis tertiae partis. Les scolies sont des explications libres. L'éthique est une série de propositions démontrées logiquement. Des commentaires, des gloses, de quelque nom qu'on les appelle. On est tombé précédemment sur les mots appendice et préface.
viennent s'agréger à la démonstration pure. Comme deux flux qui s'entrecroisent, le flux des propositions et le flux des remarques, des annotations, des éclaircissements, des observations, à la manière d'un maître d'école qui improvise autour de son sujet, ce qui permet une lecture moins aride et une réponse immédiate aux objections. Donc ce dont le corps est capable, ex solis legibus naturae, à partir des seules lois de la nature, quatenus corporea tantum consideratur, en tant qu'elle ne soit considérée que comme corporelle. Nemo ocusque determinavit, personne encore ne l'a déterminé, neminem ocusque experientia docuit, l'expérience ne l'a enseigné à personne. Ce que peut le corps donc, en tant que corps seulement, c'est-à-dire non lié à l'esprit. Mentis actiones ex solis ideis ad aequatis oriuntur. Les actions de l'esprit naissent des seules idées adéquates. Proposition 3 de la troisième partie, tertia propositio tertiae partis. Spinoza distingue ici l'action de la passion, le fait d'agir ou le fait de pâtir. Les actions sont liées aux idées adéquates et les passions aux idées inadéquates. Les idées adéquates sont les idées absolues ou parfaites, et elles sont vraies à ce titre. Omnis idea, quae in nobis est absoluta, sive ad aequata et perfecta, vera est. Toute idée qui en nous est absolue, c'est-à-dire adéquate et parfaite, est vraie. Proposition 34 de la deuxième partie. Et les idées inadéquates sont les idées confuses ou mutilées, ou encore incomplètes. Donc l'être humain est dit agir en tant qu'il a des idées adéquates, et pâtir en tant qu'il a des idées inadéquates. Animositas et generositas. Fermeté et générosité. Scoli de la proposition 59 de la troisième partie. Scolium propositionis unde sexagesimae partis tertiae. Spinoza divise la force d'âme, fortitudo, en deux actions qui renvoient aux affects, animositas et generositas, qui sonnent comme une sorte de conseil pour la vie ordinaire. Omnes actiones quae secuntur ex affectibus, qui ad mentem referuntur quatenus intelligit, toutes les actions qui suivent d'affects qui se rapportent à l'esprit en tant qu'il comprend, ad fortitudinem refero, je les rapporte au courage, quam in animositatem et generositatem distinguo, que je divise en fermeté et générosité. Cupiditatis est ipsa hominis essentia. Le désir est l'essence même de l'homme. Définition première des affects de la troisième partie. Definitio prima affectum tertiae partis. Par désir, Spinoza entend un appétit qui a conscience de lui-même, ce qui est expliqué dans la scolie de la proposition 9 de la troisième partie. Appetitus cum eiusdem conscientia. Deus seu natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Préface de la quatrième partie, Praefatio quartae partis. La conjonction seu est la contraction de sive, elle-même la simplification de sivis, si vous voulez, en traduction vous voyante. Dieu, ou si vous voulez, la nature. C'est une conjonction d'identification où le second terme explicite le premier. Elle équivaut à id est ou hoc est, qui correspond à la formule c'est-à-dire. Cette idée avait déjà été sous-entendue dans l'appendice de la première partie. Nihil nisi torva et tristis superstitio delectari prohibet.
il n'y a qu'une torve et triste superstition pour interdire qu'on prenne du plaisir. Scoli de la proposition 45 de la 4e partie. Scholium quadragesimae quintae propositionis quartae partis. L'éthique de Spinoza est une éthique de la joie, laetitia. Quo maiore laetitia ficimur, plus nous sommes affectés de joie, eo ad maiorem perfectionem transimus, plus grande est la perfection à laquelle nous passons. La joie renvoie à l'être, absque ullo alterius damno, sans aucun préjudice pour autrui. Est acquiescentia in se ipso, summum quod sperare possumus. La confiance en soi est le sommet que nous pouvons espérer. Scoli de la proposition 52 de la 4e partie. Scholium quinquagesimae secundae propositionis quartae partis. Il en est ainsi parce que cet acquiescentia in se ipso naît de la raison, ex ratione auritur. Alors que la société et les écoles enseignent plutôt l'humilité, qui renvoie à la tristesse, parce que la domination sur autrui s'obtient par la tristesse, c'est-à-dire une diminution de sa puissance d'agir, de son agendi potentia. Homo liber de nullare minusquam de morte cogitat. L'humain libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Proposition 67 de la 4e partie. Propositio sexagesima septima quartae partis. Cette sentence rejoint les précédentes. L'humain libre est celui qui vit sous la seule dictée de la raison, ex solo rationis dictamine, donc il envisage tout ce qui renvoie à l'être, à sa puissance d'agir, à la joie, à la confiance en soi, etc., et non pas aux notions opposées qui renvoient au non-être. Sa sagesse est une méditation sur la vie. Eius sapientia vitae est meditatio. Soli homines liberi erga in vicem gratissimi sunt. Seuls les humains libres sont très reconnaissants les uns envers les autres. Proposition 71 de la 4e partie. Propositio septuagesima prima quartae partis. Car seuls les humains libres sont très utiles les uns aux autres. Sibi in vicem utilissimi. Et se lie entre eux par un très grand lien d'amitié. Maxima amicitiae necessitudine in vicem iunguntur. Dans toutes ces formules, le mot important est l'adverbe in vicem, qui exprime la réciprocité l'un l'autre, l'un vers l'autre. Bene agere et laetari. Bien agir et être joyeux. Scoli de la proposition 73 de la 4e partie. Scholium septuagesima tertiae propositionis quartae partis. Vous voyez que cette 4e partie contient des préceptes de vie tout à fait simples de la vie ordinaire. Amore non armis animi vincuntur. C'est par l'amour et non par la violence qu'on fléchit les cœurs. Chapitre 11 de la 4e partie. Caput undecimum quartae partis. Littéralement, non par les âmes sont vaincues. Cette fois-ci, ce sont des chapitres, caput. Spinoza multiplie la dénomination des sous-parties de l'éthique, préface, appendice, scoli, etc. En tout cas, en ce qui concerne une prose plus libre, en marge de sa démonstration à proprement parler. L'amour renvoie à la joie renvoie à l'être, c'est-à-dire à sa puissance d'agir, l'être renvoie à la raison, etc. D'où ce type d'adage qui découle du raisonnement. Ignorias aequo animo fere. Supporter les offenses avec sérénité. Chapitre 14 de la 4e partie. Caput quartum decimum quartae partis. Toutes ces imperfections, ces inadéquations renvoient au non-être, à l'inexistence. Il faudrait arriver à ne pas en tenir compte, quantum firi potest, autant que faire se peut.
pauperum cura integrae societatis incumbit. Le soin des pauvres incombe à la société tout entière. Chapitre 17 de la 4e partie. Caput septimum decimum quartae partis. La société tout entière, integra societas, c'est-à-dire l'État. Et ce soin ne regarde que l'utilité commune, ad communem tantum utilitatem spectat. Ce qui revient à dire que c'est une question de salubrité publique. Qui verum numerum usum norunt, et divitiarum modum ex solandi gentiam moderantur, paucis contenti vivunt. Ceux qui savent le vrai usage de l'argent et règlent la mesure des richesses aux seuls besoins, vivent contents de peu. Chapitre 29 de la 4e partie. Caputum detricissimum quartae partis. Norunt est la forme simplifiée de noverunt. C'est le parfait de nosco qu'on rend par un présent. J'ai appris à connaître, j'ai été informé, donc je sais. L'argent a apporté un raccourci à toute chose. Omnium rerum compendium pecunia tulit. Mais beaucoup le recherchent ni par besoin ni par nécessité, mais parce qu'ils ont appris l'art du gain. Qui allocriartes didicerunt. Sentimus experimurque nos aeternos esse. Nous sentons et nous savons d'expérience que nous sommes éternels. Scoli de la proposition 23 de la 5e partie. Scolium vicessimum tertium quintae partis. Proposition qui découle de la précédente. Il y a en Dieu une idée, in deodatur idea, qui exprime l'essence de tel ou tel corps humain, quae huius et ilius corporis humani essentiam exprimit, sous l'espèce de l'éternité, sub specia eternitatis. Mentis oculi, quibus resquidet observatque, sunt ipsae demonstrationes. Les yeux de l'esprit, par lesquels il voit et observe les choses, sont les démonstrations elles-mêmes. Citation qui se trouve au même endroit que la précédente, Scoli de la proposition 23 de la 5e partie, Scolium vicessimum tertium quintae partis. Les démonstrations, sous-entendu ordine géométrico, selon l'ordre géométrique. On peut dire aussi more géométrico, littéralement selon la coutume géométrique. On appelle géométrie la logique, sont intemporelles, c'est-à-dire qu'elles se conçoivent sub specia eternitatis, sous l'espèce de l'éternité, par opposition à sub specia durationis, sous l'espèce de la durée, même si Spinoza n'utilise pas cette expression dans l'éthique. D'où la relation de l'esprit à l'éternité, qui rejoint ses conclusions précédentes. Nous sentons que notre esprit est éternel, sentimus mentem nostram aeternam esse, quatenus corporis essentiam sub aeternitatis specie involuit, en tant qu'il enveloppe l'essence du corps sous l'espèce de l'éternité. Res intelligere tertio cognitionis genere. Comprendre les choses par le 3e genre de connaissance. Proposition 25 de la 5e partie. Propositio vicesima quinta quintae partis. Spinoza a défini 3 genres de connaissances. Le premier genre, ce sont les affects, affectus, mot qui est apparu dans la langue française au milieu du XXe siècle. Les Allemands l'avaient, mais pas les Français. Les affects et donc aussi les opinions, les croyances, les goûts, etc. L'imagination aussi, bien sûr. Le deuxième genre de connaissance, c'est la raison, donc la démonstration mathématique. Et le troisième genre de connaissance est une forme d'immédiateté de fulguration. Dans le deuxième genre de connaissance, il y a une distance entre l'hypothèse et la conclusion. On développe les hypothèses, et par la seule logique on obtient des résultats intermédiaires, jusqu'à l'obtention de la conclusion recherchée. Il y a un avant et un après, même s'ils se conçoivent sub specia eternitatis. Mais dans le troisième genre de connaissance, il y a comme une superposition entre l'hypothèse et la conclusion, il n'y a pas de distance entre l'un et l'autre. C'est une sorte d'intuition, d'illumination, d'éclair,
même si Spinoza ne l'explique pas de cette manière. De natura rationis est res subspicia eternitatis concipere. Il est de la nature de la raison de concevoir les choses sous l'espèce de l'éternité. Démonstration 29 de la 5e partie. Demonstration de tricesima quintae partis. Les choses sont conçues par nous. Res a nobis concipiuntur, comme actuel, ut actuales. Duobus modis, de deux manières, c'est-à-dire de deux manières différentes, soit en relation au temps, soit en relation à Dieu, c'est-à-dire à l'éternité, pour simplifier l'explication. Nos in continua vivimus variatione. Nous vivons dans une variation continue. Scoli de la proposition 39 de la 5e partie. Scolium unde quadragesima et propositionis quintae partis. C'est juste une remarque en marge de la proposition 39 de la 5e partie. Celui qui a un corps apte à un très grand nombre de choses, qui corpus ad plurima aptum habet, is mentem habet cuius maxima pars est aeterna, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. Spinoza écrit ad plurima aptum au neutre, car cet adjectif qualifie corpus, le corps, qui est un mot neutre en latin, corpus ad plurima aptum. Donc ad plurima aptum, et parfois ad plurima agendum aptum. En latin classique, on devrait dire ad plurima agenda, c'est-à-dire qu'on utilise l'adjectif verbal qui s'accorde. On dit ad agendum pour faire, mais ad plurima agenda pour faire un très grand nombre de choses. De même ad percipiendum, mais ad plurima percipienda, avec le verbe percipere percevoir. Le latin de Spinoza est excellent, mais il s'écarte parfois de la latinité classique. Pars mentis aeterna est intellectus per quem solo nos agere dicimur. La partie éternelle de l'esprit est l'intellect, par lequel seul nous sommes dits agir. Corollaire de la proposition 40 de la 5e partie. Corollarium quadragesimae propositionis quintae partis. Cette sentence résulte de la proposition 40 de la 5e partie, à savoir que plus une chose a de perfection, quo una quaeque res plus perfectionis habet, eo magis agit, plus elle agit. La démonstration procède de la même manière en sens inverse. Demonstratio inverso ordine eodem modo procedit, autres et aussi perfectior, quo magis agit. Plus une chose agit, plus elle est parfaite. Omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt. Tout ce qui est lumineux est aussi difficile que rare. Ce sont les derniers mots de l'éthique, ultima ethicae verba. Ce qui termine ce florilège. L'éthique est un livre qui s'étudie. L'idéal serait de le faire dans sa langue d'origine. Un lien dans la description de cette vidéo vous renvoie à une sauvegarde de mon ancienne page personnelle, où vous trouverez l'original latin que j'ai entièrement corrigé. Ce sont des plateformes qui hébergent des archives. Ce vernis spinoziste, qui a procédé à des raccourcis et autres simplifications à titre pédagogique, vous montre que la philosophie doit aussi se rapporter à la vie ordinaire. S'il y a certes des idées difficiles, on y trouvera aussi des préceptes accessibles. L'éthique est une synthèse additive, par opposition à la morale qui est soustractive. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. D'où sa forme géométrique, qui part de quelques définitions et de quelques axiomes.